Bonjour à tous, voici le deuxième épisode de la série quadrimestrielle d'ActuGéo 2019. Je passerai en revue tout ce qui s'est passé de mai à août au niveau géographique. Je parlerai de certaines tensions géopolitiques, de déplacements de capitales, de tectoniques et des catastrophes naturelles. Pour commencer, quelque chose dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, le litige frontalier entre le Belize et le Guatemala. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo. Le recours à la Cour internationale de justice a finalement été accepté par le Belize le 8 mai. Cependant, la concrétisation du changement de frontières ne se fera pas tout de suite, vu que le tribunal de La Haye doit rendre sa décision le 8 décembre 2021. Mi-juin, l'Égypte devient le 14e pays à franchir la barre des 100 millions d'habitants. La dernière fois que ce cap des 100 millions a été franchi par un pays, c'était en novembre 2013, par les Philippines, et la prochaine sera en 2023. Troisième info datant du 22 juin, l'astéroïde 2019 MO est entré en collision avec la mer à 400 km au sud de Puerto Rico. 2019 MO est ainsi le quatrième petit corps découvert dans l'espace avant sa collision avec la Terre. Bien évidemment, vu qu'il est tombé dans l'eau, nous n'avons pas de photos, ça c'est un dessin. Voici la seule vue que l'on aura d'elle prise par un satellite. La seule météorite d'une taille conséquente à avoir percuté la Terre cet été fut le 22 juillet en Inde. Le 1er août, le Groenland a battu son record en déversant en un jour 11 milliards de tonnes d'eau dans les océans. Le Groenland vient ainsi de connaître ses taux de fonte les plus élevés, car celui-ci a perdu et va commencer à perdre régulièrement entre 11 et 12,5 milliards de tonnes de glace en un jour, alors que ce scénario le plus pessimiste n'était attendu que pour 2050. Le point le plus haut de l'île gelée a également fondu d'1 mètre. Maintenant, parlons du Jammu et Cachemire, je sais que cela vous intéresse. Donc, que s'est-il passé le 5 août ? À cette date, le gouvernement indien annonce la suppression du statut d'autonomie du Jammu et Cachemire, ce qui facilite notamment l'achat de propriétés par les citoyens non cachemiris. L'Inde espère de cette manière que l'hindouisme devient la première religion de l'État pour pouvoir organiser un référendum qui serait positif dans son sens, car cet État est actuellement à majorité musulmane et a toujours voulu rejoindre le Pakistan. Cependant, l'Inde a laissé son statut de semi-indépendance à la région de l'As-Kai-Chin, à majorité bouddhiste, sûrement due à la présence de la Chine. Le 26 août, le président d'Indonésie annonce que la capitale de son pays, Jakarta, va être insérée dans un autre lieu. La construction commencera en janvier 2020 au milieu de la jungle tropicale de l'île de Bornéo, dans la province de Kalimantan. Cela mettra encore un coup à la biodiversité de la jungle de Bornéo, déjà actuellement prise aux flammes, et on reparle des incendies en fin de vidéo. Les lieux actuellement retenus sont ceux-ci. La région de Terjun Tembinus, dont la ville serait construite en hauteur, avec un port plus bas sur la baie de Balikpapan, qui donne accès à la mer. Soit la ville s'installe aux alentours de la ville de Samarinda. Dans les deux cas, la capitale se situera dans une zone actuellement de jungle, qui sera déboisée en janvier. Les raisons du déplacement sont multiples. D'une part, l'exposition aux catastrophes naturelles, plus fréquente sur l'île de Java où se trouve Jakarta, et plus loin des volcans. La surpopulation, dont la mégapole de Jakarta est de 30 millions d'habitants, et surtout énormément de pollution de l'air, et des inondations courantes à la fois à cause des pluies venant de l'océan Indien et de la montée des océans. En effet, l'affaissement de la ville sous la mer est de 18 cm en plus par an, en raison de l'épuisement des puits d'eau souterrains. En comptant que Jakarta se situe déjà 7 mètres sous le niveau de la mer, combiné au fait que l'océan monte doucement, il était donc temps en quelque sorte de déménager la capitale. Fin août, on découvre que la plaque Juan de Fuca, située ici, est en train de se fractionner, notamment en 3 plaques plus petites. Et cela fait bien évidemment remonter à la surface les craintes de gros tremblements de terre qui détruiraient les métropoles de l'Ouest américain. D'ailleurs, en parlant de tremblements de terre, dans les plus importants séismes de ces 4 derniers mois, il y a eu le séisme le plus important depuis 20 ans en Californie. Si les secousses ont été ressenties jusqu'à Los Angeles et Las Vegas, l'épicentre était heureusement situé dans une zone peu peuplée, et elle n'avait fait que quelques blessés légers. Elles ont en revanche fait des dégâts dans les petites villes situées autour du centre, à environ 240 km au nord-est de Los Angeles. Ce tremblement de terre a engendré l'ouverture d'une faille similaire à celle de San Andreas. Bien que plus petite, elle serait destinée à encore s'agrandir dans les années à venir. Il y a aussi eu un séisme à Loreto et sa région, au Pérou. De magnitude 8, il a provoqué un mort et plusieurs mètres de boue dans les rues, notamment dû à la présence du fleuve amazonien. Vous le savez certainement, mais les événements météorologiques ont dominé cette période estivale. On citera le cyclone Fani, dévastateur en Inde et au Bangladesh, qui a fait au moins 89 morts. Et durant tout le reste de l'été, on assistera à de très grandes évacuations, notamment du côté asiatique, avec 540 000 évacués au sud de la Chine à cause de fortes pluies, 1 million d'habitants évacués proche de Tokyo le 3 juillet, et enfin 3 millions d'évacués en Chine centrale et plusieurs morts à cause du typhon Leikima. Et pour rester sur le même ton, on peut noter que l'Est de l'Amérique a été touché par des pluies torrentielles, comme par exemple à Washington,
ou New York 12 jours plus tard. Ces mois-ci ont également été un record au niveau du nombre de grandes tornades, dont celle-ci le 18 mai au Texas et celle-ci le 3 juillet en Chine centrale. L'hémisphère sud a aussi eu ses catastrophes, avec par exemple ce bolide dans le ciel australien le 20 mai et cette tempête de sable proche de Sydney 10 jours plus tôt. Il y a eu également une tempête de sable au Texas. Il faut également noter quelques éruptions, notamment en Europe avec le Stromboli le 3 juillet et le 30 août, ou encore l'Etna entré le 19 juillet dans sa plus grosse fureur depuis 10 ans. 10 jours plus tard, le 29, c'est le Python de la Fournaise en Réunion qui se réveille durant plus de 15 jours. Et enfin le Popocatépetl fin août. Comme si ce n'était pas assez, de très nombreux incendies se sont mêlés à la danse du feu cet été. On citera celui d'Espagne fin juin, un mois plus tard au Portugal dans la même forêt qu'il y a un an, et le 31 juillet c'est l'armée russe qui doit intervenir pour aider les pompiers à éteindre les feux en Sibérie. Plus proche de l'Europe, il y a notamment ces 1000 hectares partis en fumée aux Canaries, ou encore ceux sur l'île de Bé en Grèce. Et pour terminer la vidéo, voici le bilan définitif des incendies d'Amazonie de cet été. Au total, 4000 km² ont été brûlés, ce qui équivaut à la moitié de la superficie de Puerto Rico. En moyenne, chaque année, c'est 760 km² qui s'embrasent. Il y a donc bien une forte différence provoquée par les brûlis de fermiers et la sécheresse. Voilà, si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, ainsi qu'à me dire ce dont vous en pensez. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu. À bientôt!